Allô tout le monde, vous êtes à l'écoute de HR with Flo. Au menu, nous aurons des discussions, des invités et des conseils sur le monde des ressources humaines et l'acquisition de talent. Je me présente, Karine Pelletier. Charline Florestal. Bonne écoute! Bonjour Karine! Bonjour Charline, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Mhm. Aujourd'hui, Charline, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, un des côtés, le fun qu'on a au niveau des ressources humaines, au niveau du recrutement. Puis je pense que tu dois l'avoir aussi, peut-être moins intense que moi, parce qu'on a déjà fait un filtre en ressources humaines quand tu dois faire les entrevues aussi. Donc j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui de l'expérience candidate, recrutement. Oui. Donc, toutes les expériences qui touchent à la préparation du candidat en entrevue, l'importance de préparer son entrevue, de faire ses recherches sur l'entreprise, à quoi s'attend le recruteur quand il interviewe son candidat. Ah, tu as donné tes secrets. Je vais donner une partie de mes secrets parce que tu sais, je donne jamais tous mes secrets. Comment, en tant que candidat, on doit gérer quand on a un poste qui a été décliné, qu'on a un rejet, qu'on n'a pas eu le poste qu'on pensait. Les gens qui sont pas confortables en entrevue, qui ont peur des entrevues. Puis aussi les outils de 2023 maintenant pour faire des entrevues. Comment se préparer, comment être sûr et certain qu'on est prêt quand l'entrevue va démarrer. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui va être extrêmement intéressant. On a quelques anecdotes, donc Oui. voilà. Alors, Charline, question pour toi. Comment un candidat doit se préparer pour une entrevue? C'est une bonne question. Tu sais, j'ai été recruteur. J'ai été recruteur pendant un bon 5-6 ans, même peut-être plus. On va oublier les années, là, mais peut-être beaucoup plus. Alors, je l'ai vécu. Et tu vas en parler parce que plus que moi aussi, parce que toi, tu as l'expérience récente. Ça fait quand même 4 ans que j'ai pas fait de recrutement. Mais, tu sais, je trouve que de nos jours, comparé à avant, quand je parle avant, je veux dire comme il y a peut-être 10 ans de ça, l'authenticité est ce que le recruteur cherche. Je crois vraiment que on a cette liberté, cet avantage de nos jours, 2024, 2023, 24, 25, où est-ce qu'on doit être authentique en entrevue. Et authentique dans son CV aussi. Tu sais, tu regardes ton CV, sois authentique dans ton CV. Tu sais, quand tu vois que je l'ai pris de Word, puis c'est un copier-coller, puis je vois pas ta personnalité, puis j'aimerais vraiment que tu élabores là-dessus, de comment, tu sais, les recruteurs voient la personnalité de la personne au travers du CV. Et c'est quelque chose que j'aimerais que tu vas en profondeur. Mais comment tu te prépares, c'est simple. Prends un papier, prends un crayon, écris qui tu es. Écris qui tu es en vrai quand ça vient au travail. Ta personnalité. Prends le temps aussi d'aller regarder des descriptions de postes sur le site. Copie-colle tout ce que tu aimes faire. Tu sais, que tu vois copie-colle tout ça sur ton CV, puis après tu le rends beau et propre et représentatif de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as de l'expérience et qu'est-ce que tu aimes faire. Puis, je pense que c'est une bonne base. Et puis, tu as parlé de Google, mais aussi de tous les outils AI maintenant que les gens vont utiliser. Ils vont rentrer un prompt, puis ils vont indiquer, oui, je suis une professionnelle avec 15 ans d'expérience en gestion. Puis là, ils vont rentrer leur petit bout de CV, puis après ça va générer un autre document. C'est un des aspects que les gens font et ils oublient que, oui, la machine AI est exceptionnelle, sauf que le côté humain, ton authenticité, comme tu dis, il faut qu'il soit là. Alors, si tu utilises des outils pour t'aider, bien, il va falloir que tu mettes aussi ta patte pour que ça soit le plus représentatif de ta personne. Parce que moi, comment c'est tout à fait personnel, comment on voit le recrutement par rapport à 10-15 ans, mais la première chose que je pourrais dire, que je tiens à dire, c'est que à l'époque,
c'est drôle de dire à l'époque, mais on voyait nos candidats face à face. Ouais. On pouvait leur serrer la main. La personne était assise dans une salle d'attente. Donc, on avait le temps de venir chercher son candidat à l'avant, de voir un peu l'interaction, de voir comment le candidat se tient. Le candidat, il se présente. Tu vois un peu l'énergie. Maintenant, on n'a plus, c'est moins, dépendamment avec la COVID qui a apporté une autre façon de faire. Et là, les entreprises, les gens recommencent à se déplacer pour les entrevues, peut-être pour la deuxième, de plus en plus. Mais on doit avoir cette perception. Et je comprends quand tu dis que on doit avoir plus l'aspect humain, parce que maintenant, devant une caméra, il faut que tu aies un aspect encore plus humain. Exact. Et une question d'organisation n'est pas la même qu'à l'époque. Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement minutieux et organisé. Et puis, toi, en tant que recruteur, tu aperçois à l'écran que la personne a 6 mois de lavage sur son divan. Donc, ou tout dans un fond de garage avec plein de boîtes. Et puis, donc, tu vois clairement que le ménage n'a pas été fait. Alors, c'est une question maintenant, on doit un peu utiliser des outils, mais déjà de dire que d'apporter ce côté humain, c'est primordial. Primordial pour avoir des discussions et primordial pour intéresser le recruteur avec son CV. Donc, voilà. C'est ce côté humain. Oui. J'aimerais qu'on ait comme, tu sais, du côté chronologique. Je suis à la recherche d'emploi. Je décide, là, je m'y mets. Tu cherches un emploi. Je cherche un emploi. Ouais. Je commence comment, Karine? Tu commences comment? Je te dirais, tu cherches un emploi, tu vas chercher un emploi, tu dois avoir une idée des entreprises sur lesquelles tu aimerais appliquer. Ou tu cherches un emploi random. Moi, je suis spécialisée en service à la clientèle. Alors, tu vas te mettre à chercher des emplois sur des entreprises. Donc, il y a 2 manières de faire. Il y a la manière hyper organisée. OK. Alors, tu dis, je me prends 1 heure aujourd'hui et je vais sur un des sites que je ne vais pas nommer et entrer, service à la clientèle et tu regardes ton expérience et puis donc, tu commences à appliquer. Bon, on va appliquer sur un poste, mais on va appliquer avec quel outil? Tu vas appliquer avec un CV, un document. Ton CV, il faut qu'il soit à jour ou un minimum de CV à jour. Alors, les gens vont commencer à faire leur CV par rapport, des fois, au poste sur lequel ils appliquent. OK? C'est une bonne chose, ça donne une bonne base, mais des fois, tu es complètement hors contexte, hors champ, parce que tu modifies ton CV par rapport au type de poste. Donc, il y en a des fois qui ont oublié que, un poste de spécialiste de compte, ça ressemble à un service à la clientèle aussi, et ils vont prendre leur CV pas nécessairement modifié, ils vont appliquer sur l'autre poste. Ce qui va faire que ça va être un peu un CV hors contexte. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un CV à jour et un CV qui te parle. Un CV qui te parle ou tu te fais 1 ou 2 CV, dépendamment du type de poste sur lequel tu aimerais appliquer. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais ce qui arrive, c'est que énormément de gens vont prendre un CV, pas nécessairement à jour. Mais l'année passée, les tâches n'ont pas été réajustées, les objectifs non plus. Donc, c'est important d'avoir un CV qui vous ressemble. Comme tu disais, qui probablement couvre le langage et qui soit un CV authentique. Donc, on y va avec un document authentique sur lequel tu ressembles. Après, c'est que si on se prend 1 heure comme ça à faire des CV, à appliquer, il faut prendre des notes. Donc, trop souvent, j'ai vu des gens, « Ah oui, j'ai appliqué chez vous, mais je me souviens pas. » Vous êtes quelle entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Non, je me rappelle. Non, j'ai pas appliqué sur ce poste-là. Mais mademoiselle, monsieur, madame, j'ai reçu votre CV. Donc, vous avez appliqué sur ce poste-là. Les gens s'en souviennent pas. Les gens sont pas préparés. Parce que, comme je t'ai dit, il y a deux genres de personnes. Des gens qui vont être hyper préparés, qui vont mettre la date, le poste sur lequel ils ont appliqué, dans quel secteur. Il y en a d'autres qui vont faire énormément de répondre à des offres et qui vont complètement oublier. Alors moi, je vous dirais de vous faire une méthode de travail
un petit tableau Excel ou même écrire à la main, voici sur les postes sur lesquels j'ai appliqué et c'est quoi la date que j'ai appliquée. Donc, il y a plein d'outils qui vont vous aider. Je peux rajouter quelque chose là-dessus parce que moi, je me souviens dans le temps où est-ce que je cherchais de l'emploi, Oui. je faisais exactement ce que tu disais, puis je trouve que c'est vraiment bien. Tu sais, j'allais sur une feuille Excel, j'écrivais que j'ai appliqué pour telle compagnie et à côté, j'écrivais, on va dire sur le site web, tu sais, quand il dit comme la question qu'on demande, qu'est-ce que tu sais sur l'entreprise, Oui. moi, j'écrivais qu'est-ce qui me représentait parce que moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est diversité et inclusion. Oui. Alors, je regardais leur côté diversité et inclusion, puis j'écrivais une petite note, tu sais, oui, j'ai aimé ça de l'entreprise, qu'ils ont un bon processus de diversité, un beau comité au niveau de la diversité et de l'inclusion. Alors, tu sais, j'aimais écrire ça. Mais qu'est-ce qui est le fun? Les outils maintenant, je trouve ça formidable qu'est-ce qu'ils font. Un outil en particulier, je connais pas pour toutes, là, mais pour un outil en particulier, c'est qu'ils enregistrent tes applications. Ouais. Ils enregistrent partout où est-ce que tu as appliqué, mais en même temps, il faut pas dépendre de ça parce que tu peux être dehors dans la rue, puis on t'appelle là, puis là, tu n'as pas cet outil-là. C'est pour ça que c'est important. Si tu n'as pas cet outil-là, fait que c'est important de savoir sur lequel poste que tu as appliqué. Certes, oui, ce qui arrive, c'est que des fois, les processus sont très longs. Il y a des entreprises qui vont te répondre du jour au lendemain. Il y en a d'autres, ça va prendre 2 à 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut être organisé, faire des suivis. Puis en plus aussi, avec ton outil, Charlienne, c'est que généralement, quand tu appliques sur des grosses entreprises, tu as un ATS. Tu dois passer dans un ATS. Donc, l'ATS, il va falloir que tu te inscrives en tant que personne. Tu vas sûrement recevoir un message. Oui, nous avons bien reçu votre candidature, mais il faut prendre des notes parce qu'après, dans l'ATS, tu vas mettre ton CV à jour parce que là, on a fait un CV à jour et tu vas pouvoir suivre aussi. Donc, de savoir l'entreprise, tu vas recevoir un courriel et ça va te permettre de faire un suivi aussi parce que il y a des gens qui sont très, très bons sur des suivis. Il y en a d'autres moins qui vont attendre une réponse. Mais je pense que quand on est à la recherche d'un emploi, on est proactif. Alors, étant proactif, ça veut dire organiser, d'avoir des CV adéquats. Je m'excuse de t'interrompre. Oui, je sais. Je sais où tu vas. La fameuse lettre de présentation, Karine. Moi, la lettre de présentation, je devrais pas dire ça, mais je le dis quand même, c'est quelque chose que je vais survoler. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails de la lettre de présentation. Le CV, je vais le survoler aussi, mais différemment, mais je vais pas lire le CV au complet. Je vais regarder les expériences, quelques mots-clés, parce que moi, mon plaisir en tant que recruteur, c'est d'écouter la personne. Généralement, en entrevue, j'ai mon clavier, je vais prendre mes notes et je vais laisser la personne. J'ai vu ton CV, c'est correct. Tout le monde est capable de faire un CV. Maintenant, impressionne-moi. Parle-moi de ton expérience. Parle-moi de tes réalisations. Parle-moi de l'entreprise. Parle-moi de ce que tu t'attends de ton prochain. Essaie de m'impressionner parce que j'ai besoin de voir qui tu es comme candidat. Donc, le CV, c'est un outil qu'on n'a pas le choix. C'est une référence. Mais moi, je vais m'accorder dans cette discussion à ce que tu vas me dire. Je vais m'attarder, pas attarder à ce que tu vas me dire. Attarder comment tu vas être capable de captiver. Parce que moi, tu dois captiver mon attention. Et moi, en tant que recruteur, c'est à moi de vendre ta candidature. Exact. À mon gestionnaire, au directeur. Donc, voilà. Il y a 2 points que je veux ramener, que je trouve important que tu as dit. De un, quand tu regardes un CV, les mots-clés. Vraiment, quand on fait son CV, oui, c'est ta personnalité, oui, c'est de l'authenticité, mais les mots-clés doivent être partout dans ton CV. Si tu appliques pour un poste en tech, on va dire, puis tu utilises beaucoup une technologie spécifique, bien, il faut que je le vois partout dans ton CV parce que souvent, les recruteurs fonctionnent par mots-clés, non? Ils fonctionnent par mots-clés. Et puis maintenant, il y a des outils d'ATS qui vont être en mesure de scanner ton CV et puis qui vont te dire le pourcentage de qualité de ce candidat. La même chose avec l'autre agrégateur que je ne vais pas nommer ou qui va donner le pourcentage, est-ce que le candidat est un bon candidat ou pas. Tu devrais passer le temps à lire cette candidature ou pas.
Donc, ça, c'est un truc que je déteste, mais on en parlera beaucoup plus tard. Alors voilà, c'est important d'avoir des mots-clés. Et c'est important aussi d'avoir des réalisations. Oui, ça fait 3 ans que tu es dans ton poste de service à la clientèle ou dans un poste de direction ou dans un poste de superviseur de production. Mais on aimerait savoir ce que tu as pu réaliser. Il faut que tu nous captes ton intérêt. Alors, pour être en mesure d'avoir un CV comme ça, il faut avoir cette introspection, comme tu dis au début, avec une feuille, un crayon ou directement être en mesure de décortiquer ce que tu as fait. Pourquoi tu serais un candidat meilleur qu'un autre? Quelles sont tes réalisations? Pourquoi tu penses que ce rôle te représente? Et donc, oui. Ouais, juste pour pousser plus sur qu'est-ce que tu dis, quand on parle de réalisation, on va dire, moi, dans mon CV, je peux juste donner, mais je donne ça comme exemple. Il y a une partie où j'écris clairement que je supporte 6 gestionnaires et que je les permets de dans ces 6 gestionnaires-là, j'ai permis pendant les 4 dernières années à les coacher à être des meilleurs managers, à gérer et optimiser leur chiffre d'affaires au travers je me perds dans mes mots, au travers d'un bon coaching sur comment gérer tes employés de façon, j'ai des mots en anglais, effective, efficace et d'être un bon gestionnaire. Comment être un bon gestionnaire te permet d'augmenter tes chiffres d'affaires. Exactement. Moi, j'ai mis ça dans mon CV. J'ai mis dans mon CV, quand j'étais recruteur, qu'en 6 mois, j'ai pu recruter, j'ai pu combler 70 postes. Ce qui est pour moi, était un énorme. Ce qui est énorme. Exactement. Alors, il faut écrire ces chiffres-là, écrire ces accomplissements-là. Accomplissement, réalisation. Et ça nous permet de pouvoir voir quel type de candidat et comment la personne se vend. Donc, le CV va commencer par la vente de toi-même. Puis après, moi, je dis toujours à mes candidats, gardez-vous une petite marge de surprise. L'une des questions que je pose souvent, c'est dites-moi quelque chose qui n'est pas sur votre CV. Donc, ça permet de briser la glace. Ça permet à la personne d'être un peu plus détendue. Généralement, les gens vont dire « Ah, moi, j'aime beaucoup la cuisine, j'aime le vin, j'aime beaucoup aller balader dans le parc, je fais l'escalade. » Donc, ça permet de faire baisser un peu la pression. Et puis là, ça permet de créer cette discussion. Parce que moi, une entrevue, pour moi, c'est une discussion. Oui. C'est une discussion comme nous avons, ce qui nous permet de saisir et de voir aussi que peut-être que le poste, c'est un merveilleux poste, mais peut-être que c'est pas pour la personne non plus. Parce que moi, en tant que recruteur, et toi, tu le sais aussi, c'est que on a eu cette discussion avec nos gestionnaires ou nos dirigeants d'entreprise. On connaît un peu ce qu'ils veulent comme type de candidat. Tu peux être la meilleure candidature sur le CV, mais peut-être que ce sera pas un fit pour l'entreprise. Exactement. Puis, j'aime encourager les gens que je coach à ce niveau-là. Quand tu te fais rejeter, c'est pas une fin en soi. Non. C'est une question de comment tu vas planifier pour le prochain. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu es rejeté, c'est pas aussi une question que t'es pas un fit pour eux, mais peut-être toi-même, t'aurais pas été heureux dans cette compagnie-là. Toi-même, t'aurais pas pu te donner à 100% ou te réaliser à 100%. Moi, je le vois comme ça. Puis j'encourage les gens à le voir comme ça, le rejet. Le fait que tu n'as pas eu le poste, ça peut vouloir dire que... C'était pas juste dans une bonne direction. Oui, il y a une autre direction qu'il faut. Oui. Mais si c'est une entreprise que tu veux vraiment, il y a toujours de la place pour que tu puisses réappliquer parce que oui, c'est une compétition, ça peut être la place pour toi, mais il y a un seul poste d'ouvert, il y a une seule personne, puis c'est pas toi qui as été choisi. Mais ça veut pas dire que l'année prochaine, quand tu vois le poste, tu peux pas réappliquer. C'est là, je pense que c'est important si on a une bonne relation avec le recruteur, et pas tous les recruteurs sont bons, malheureusement, et d'avoir cette rétroaction, de retourner au recruteur sans trop l'harceler, parce qu'il y a des gens qui peuvent être un peu plus assez intenses au niveau d'avoir des rétroactions, mais de gentiment lui demander, bon, je n'ai pas eu le poste, je vais vraiment travailler chez vous, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu de détails de qu'est-ce que je devrais améliorer?
quel type de formation je devrais aller chercher ou juste un peu continuer à travailler sur moi-même. Comment tu me perçois en entrevue? Comment je suis capable de livrer le message? Donc, c'est pour ça que c'est important d'être, comme tu dis, c'est pas une fin en soi de ne pas avoir eu le poste. Et si on veut vraiment, ça se peut que le recruteur te dise oui, tu as telle chose à travailler, telle chose, puis à la fin, ils n'ont vraiment pas l'intention de t'embaucher, mais au moins, tu auras des choses à travailler. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, de ne pas voir ça négativement. C'est juste de l'expérience qu'on acquiert. Puis, excuse-moi encore, je vais pas arrêter de m'excuser parce que j'ai interrompu. Mais souvent, on s'attend que les recruteurs donnent leur feedback de façon à qu'est-ce que j'ai fait de mal. Moi, je crois que c'est pas ça que tu dois chercher. De un, on peut pas le dire. Parce qu'on peut se faire poursuivre. Je vais pas te dire qu'est-ce que tu as fait de mal. Je vais pas te dire parce que tu peux me poursuivre. Je veux pas faire ça. Mais de plus aller chercher de la part du recruteur, comme tu as dit, genre répéter ce que tu as dit parce que j'ai vraiment aimé ça, c'est d'aller chercher le côté est-ce que je dois retourner, quelle étude que je dois faire, quelle formation je dois aller chercher, tu sais, qu'est-ce que je peux rajouter à ma corde pour être meilleure à ma prochaine entrevue. Mais de pas aller creuser à ce que j'ai fait de mal, pourquoi vous m'avez pas aimé, pourquoi vous m'avez pas pris. Non, moi, je l'ai vécu, ce harcèlement-là. Oui, puis c'est mal, tu sais, je comprends, c'est malheureux, puis c'est pour ça que quand, dépendamment des types d'interactions qu'on a eues, donc dans le courriel du décliner la candidature, des fois, moi, j'indique, je suis vraiment désolée, et puis j'indique pas, il n'y a pas de truc négatif. Je dis vraiment, je vais conserver votre CV. Et puis, tu sais, les gens pourraient dire, ouais, ils disent tout ça. Non, dépendamment de l'interaction que tu as avec le candidat, il y a des choses qui vont être plus personnelles au candidat que je vais indiquer. Donc, mais ça, moi, maintenant, ce que j'ai appris dans les 15 dernières années, c'est que je l'adresse durant l'entrevue. Donc, techniquement, si les gens ont bien compris, ils vont probablement un peu capter. Je te donne un exemple. J'avais un candidat qui était absolument pas préparé. C'était un des candidats qui avait appliqué sur le poste et puis il n'avait pas aucunement fait des recherches sur l'entreprise. Et c'est pas grave, je lui donne sa chance quand même de me dire un petit peu son ressenti, pourquoi de notre entreprise, puis qu'est-ce qui fait qu'il sera un bon candidat, puis poser des questions. Puis l'entrevue se passe correct. Puis je lui dis à la fin, je dis, écoute, j'ai dit, tu penses que tu as un bon profil. Le fait que tu n'aies pas fait de recherche sur notre entreprise, ça nous démontre un peu peut-être que c'est ton organisation, ton intérêt pour le rôle. J'ai dit, une personne qui va arriver aujourd'hui à CV égal, c'est sûr et certain que je vais donner beaucoup plus d'attention parce qu'il est arrivé préparé. Il y avait peut-être qu'il a juste lu puis il arrive préparé parce qu'il se souvient, mais il a fait au moins un effort d'avoir un intérêt envers notre entreprise. Donc, et la personne, elle me dit, oui, c'est vrai, tu as raison, Karine. Donc, à l'époque, j'osais pas le dire. Maintenant, j'ose le dire. J'ose dire au candidat, écoute, tu as eu une entrevue correcte. J'ai dit, est-ce que tu as l'impression que tu arrives préparé? Les candidats vont dire, ouais, j'aurais pu, non, je suis pas. Puis après ça, les histoires personnelles vont embarquer, donc j'ai une panne de voiture et quoi que ce soit, mais au moins, ça les fait réaliser qu'ils ne vont pas s'attendre à recevoir un coup de fil ou d'un courriel. Et s'ils s'attendent de recevoir le courriel, de décliner la candidature, ils vont se dire, ouais, j'ai pas été au top de cette entrevue. Donc, c'est quelque chose que, à l'époque, peut-être qu'on hésitait, on voulait pas trop donner de détails. Rappelle-toi, Charline, en agence, comment c'est compliqué. Parce qu'en agence, si les gens ne le savent pas, on passe énormément d'entrevues. On est en agence, tu as un recruteur occupé, va gérer entre 30, 35, 40 réquisitions en même temps. Tu as 40 clients différents qui cherchent, on va dire, 30 à 40 types de profils différents, de descriptions de jobs différentes, d'entreprises différentes. Donc, des messages de décliner candidature, on a envoyé énormément. Alors, c'était seulement certains candidats avec qui on était plus affinés qu'on pouvait avoir un message beaucoup plus personnel. Alors, c'est ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel on était... moi, je n'étais pas gênée, des fois un peu inconfortable. Il y en a que c'était évident, d'autres étaient un peu confortables. Puis, en étant recruteur, tu rentres, comme je l'ai déjà dit, dans la vie des gens. Yes.
tu rentres dans la vie des gens, tu négocies avec eux, tu essaies de leur avoir le meilleur des deux mondes. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de livrer le message. C'est important ce que je dis aujourd'hui, que si tu as la chance d'avoir une rétroaction de la personne avec qui tu as passé des entrevues, ben, de l'apprendre sans trop être agressant aussi. Donc, ben oui, le pouvoir... Moi, je parle souvent aux gens du pouvoir du réseautage. Oui, il y a ça. C'est mon expérience personnelle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas appliqué sur une job. OK. Très, très, très longtemps que je n'ai pas appliqué. Presque tous mes emplois, c'était soit moi, j'ai contacté un recruteur que j'ai connu il y a 1 an, 2 ans, puis je lui demande « Ah, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que tu aurais un poste intéressant? » Ou je me suis fait headhunter. Et puis, le headhunting, maintenant, devient de plus en plus populaire. Où est-ce qu'on se fait appeler quand on est en poste? Et c'est là que j'ai un peu de tristesse quand je regarde les recruteurs, comment ils fonctionnent de nos jours. Parce que, étant une personne qui s'est fait headhunter plusieurs fois, je suis déçue. Je suis déçue parce que je sais pas si les recruteurs réalisent... Les recruteurs vont pas m'aimer en ce moment. Je sais pas s'ils réalisent ce qu'ils nous font en tant que candidat. De un, quand je me fais headhunter, tu m'appelles, t'as pas regardé mon CV. Je suis dans un poste permanent, tu m'offres un contrat de 12 mois. Sans me prendre en compte. Oui, c'est possible. Je peux comprendre. Je sais que tu es toujours à la recherche du talent. Oui, je peux comprendre que je sais pas où est-ce que je suis, mais d'avoir cette impression que tu as vraiment regardé, gars, je sais. C'est simple de dire, je sais que t'es en poste permanent. J'ai un contrat de 12 mois. Est-ce que tu pourrais être intéressé? Ben, écoute, moi, je le vois de deux manières. Tu viens d'arriver dans un poste, ça fait 6 mois que tu es là, puis tu as un poste permanent. Eux ont un contrat de 12 mois à t'offrir, mais si le poste est un poste où tu peux te développer dans une entreprise qui est florissante, que le défi est exceptionnel, moi, je vois aucun problème à aller chercher quelqu'un qui vient juste de rentrer puis lui offrir un poste à contrat. Si tu es capable de bien le vendre, c'est le poste de ta vie, c'est l'opportunité. Est-ce que, dans ton cas, c'était ce type de poste-là où ils ont juste pris les gestionnaires acquisition de talent et puis ils ont envoyé un courriel à tout le monde? Oui. C'est là que j'ai un problème, parce que je sens que c'est un copier-coller, que tu as juste pris, tu m'as envoyé ça par courriel. En espérant que tu réponds. Oui, en espérant. C'est là que moi, je suis focus sur l'authenticité. Sois authentique. Prends ton copier-coller, mais rajoute des choses qui me représentent dessus. Ouais, mais est-ce qu'après, ces gens-là attendent d'avoir une discussion avec toi pour dire « Ah, oh non, j'ai pas regardé. » Je le sais ce que tu veux dire. Beaucoup de gens ont dit « Ah oui, non, OK, oui. Oui, j'ai un poste de recruteur, mais toi, tu gères une équipe de 10 recruteurs ou 10 personnes. Tu as un poste de gestion, puis là, on t'offre un rôle de collaborateur individuel d'entrée. » Hey! Je peux pas te dire la nombre de fois que j'ai vécu ça, Karine, je suis frustrée. J'ai un poste de gestionnaire, je suis management. Tu m'appelles pour un poste de coordonnateur. Oui. Mais dépendamment, encore là, je pourrais dire, dépendamment des entreprises, des fois, c'est des titres. Des fois, tu as un poste que j'ai Head of Talent. C'est vrai. Mais tu sais, t'es gestionnaire d'une équipe, mais là, dépendamment des entreprises, ben, les postes sont plus attirants. Les titres de rôle sont encore plus vendeurs. Donc, ça dépend des entreprises, donc ça dépend mais c'est vrai que la personne qui fait sa chasse de tête devrait être en mesure d'avoir un peu plus de jugement. Aussi, dans les recruteurs de maintenant, je donne pas d'époque. Je pense que c'est une différente époque, c'est que les gens, ils ont moins de décorum. Oui. Et il y a moins de suivi. Et on t'appelle pour un poste. Puis là, tu passes des entrevues. Puis là, pour l'entreprise, tu passes 3-4 entrevues, puis tu disparais. Silence complet. Le ghosting. Le ghosting, tu disparais. À l'époque, c'était les candidats qui ghostaient. Maintenant, c'est les recruteurs ou les entreprises. Puis on te rappelle
pour t'offrir un autre poste dans une autre entreprise. Mais on ne se souvient pas que tu as passé trois entrevues dans notre entreprise et puis que tu n'as pas donné de suivi au candidat. Mais on te repropose quelque chose d'autre. Je pense que tu as une petite anecdote comme ça. Oh mon Dieu, j'ai une anecdote pour toi. C'est pas moi personnellement, mais c'est quelqu'un qui me racontait son histoire. Je te dis, j'avais des frissons tellement que j'étais frustrée parce que c'est mon collègue. C'est quelqu'un dans mon domaine. La personne a passé une compagnie qu'il rêvait. Il rêvait de travailler pour cette compagnie-là. L'appel, il est hyper content. Wow, cette belle entreprise-là m'appelle. Passe 3 entrevues. Mais les recruteurs, là, réalises-tu que c'est mon temps que tu prends? Ouais. Non seulement c'est mon temps, mais c'est mon temps dans mes heures de travail parce que tu me headhunt, je suis déjà au travail. Ouais. Alors, tu prends mon temps dans mes heures de travail et tu me rends tout excité, tout content. Il est hyper... 3 entrevues. Après, silence radio, Karine. Silence radio. On n'entend plus parler de cette personne-là pendant 2-3 semaines. Pas de s'il y a eu le poste, comment ça a été, Aucun suivi. rien. Aucun suivi. Ouais. 3 semaines plus tard, le même recruteur rappelle. Oui, il rappelle. En fin de compte, le poste sur lequel tu as eu l'entrevue, le poste a été aboli. OK. Et 3 semaines après? 3 semaines après. Mais la personne est encore excitée. T'es encore content, encore un sport en la compagnie. 3 autres entrevues. Non seulement qu'il y a eu 3 autres entrevues, background check a été fait. Ouais. Sur là, t'es excité. Quand le background check est fait, la référence background check, tu te dis, j'ai le poste, ou presque. Ben oui. Ouais. Pourquoi on va faire le background? Sur lui, il s'est dit, j'ai le poste, on fait background. Pas d'appel. Là, lui, il commence à faire des suivis. Il appelle la recruteur. Ah oui, c'est parce qu'on est en train encore de finaliser des choses dans le poste. Mm-hmm. Là, il dit, OK, mais j'ai fait le background, c'est positif. Ouais. La recruteur reste quand même Oh, ça veut rien dire, ça veut rien dire. 2 semaines passent, silence radio. Yeah. Tu sais qu'elle a eu l'audacité de la rappeler? Elle a le décide de la rappeler pour Le lui rappeler. faire un 3e poste. Un 3e Faire un 3e processus d'entrevue. Et C'est un 3e client différent. Non, c'est le même client. Parce que c'est en entreprise. C'est en entreprise. Et je sais pas, la patience que ce gars-là a, il l'a fait. Il le fait? 3 entrevues. Est-ce qu'il s'est exprimé auprès de la recruteur? Est-ce qu'il lui a... Pas Mais encore. il va le faire. Il va le faire, OK. Il va le faire. J'ai une suite pour toi. T'as une suite. Il doit absolument s'exprimer. Mais oui. Parce que c'est ce qui arrive, c'est que des fois, on nous prend comme un peu les candidats pour des numéros. Parce que, OK, là, oui, j'ai un client là, donc j'en ai un là. OK, on va le laisser dans les 2. C'est normal quand tu es en agence, si tu fais ça comme ça. En entreprise, c'est différent. Non, mais c'est quand même similaire en entreprise. Parce qu'on voit nos gestionnaires comme clients. Oui. Mais continue. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai complètement perdu le fil. Excuse-moi, c'est ma faute. Mais je continue mon anecdote en espérant que ça te revient. Il a eu 3 autres entrevues. On lui dit, je vais faire ton background, mais comme j'ai déjà fait mon background, pourquoi vous voulez le refaire? Là, il dit, oui, c'est vrai, tu l'as déjà fait. Oui, mais je pense que c'est une question d'organisation du recruteur. Oui, ça, je crois vraiment. Background est fait hier. Crois-moi pas. C'est tout frais, là. Oui, c'est tout frais. Hier, il reçoit un appel, on lui fait une offre. Oui. Je voulais plus. Mais le disrespect est tellement grave. 10 000 en bas de qu'est-ce qu'il a demandé. Est-ce qu'il a fait 3 processus différents pour 3 types de rôles différents? Exactement. OK. Alors? 2 types de rôles différents. Oui. Mais c'est 3 départements différents dans l'entreprise. Okay. Mais le poste est très similaire. OK. On lui a offert non seulement 10 000 en dessous de qu'est-ce qu'il a demandé, et j'aimerais élaborer sur la stratégie, parce que j'ai vu comment que le recruteur pensait. Sur 10 000 en bas de qu'est-ce qu'il a demandé, un bonus 3% de moins de qu'est-ce qu'il fait, une période de probation de combien de temps? De 3 mois. Oui. Il s'est senti tellement insulté, là. Tellement pas écouté, pas entendu. Exactement, oui. Comme, c'est déshumaniser une personne, je trouve. Au départ, je pense que le recruteur, elle n'a pas nécessairement fait un peu de, on va dire,
ce que le candidat recherchait, d'avoir cette discussion de dire, ben voici le salaire désiré. Ou dire au candidat, OK, j'ai une offre à te faire. Je sais que c'est pas le salaire que tu avais demandé. Mm-hmm. Voici ce qu'ils sont prêts à offrir. Je vais essayer de t'accompagner pour voir si on est capable de négocier. Donc, au moins pour respecter le candidat, pour dire je suis au courant de. Mm-hmm. Je pense qu'à la limite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste envoyé l'offre avec ce qu'ils offraient. Mm-hmm. Est-ce que ça a été fait par courriel ou est-ce que le recruteur a rejoint par téléphone? Je peux dire, c'est une chose que j'apprécie de ce recruteur-là. Elle appelle tout le temps. Okay. Tout le temps, c'est par téléphone, ouais. OK. Mais moi, j'ai quelque chose pour toi. Mm-hmm. J'ai rencontré un candidat dans les dernières années qui avait, lui, trouvé la parade parfaite pour pouvoir être en mesure de ne pas perdre son temps à faire des entrevues. Comment? C'était un développeur logiciel. Mm-hmm. Et lui, si on voulait le rencontrer en entrevue, on devait le payer. Aïe! Donc, il y avait un lien PayPal. Mm-hmm. Alors, il y avait un profil extrêmement recherché. Mm-hmm. C'est un développeur front-end, quelque chose comme ça. Et je pense que c'était quelque chose comme 25 $ si on voulait passer une demi-heure avec lui. Et tu penses que ça va prendre une ampleur, que ça va être quelque chose qui va devenir une tendance? En tant qu'entreprise, tu sais, on s'est dit, non, on va pas payer un candidat on va pas payer un candidat pour pouvoir lui parler pour un poste. Mais si tu es une agence de placement ou si tu es une grosse organisation des consultants qui cherchent ce domaine-là, peut-être qu'ils vont se dire, ben nous, on est prêt à payer pour le passer en entrevue si on est capable de le placer. Alors, lui, c'était sa parade. C'était vraiment le truc qui avait c'est parce qu'il passait énormément de temps à faire des entrevues. Fait que 30 minutes, c'est concis. Tu me paies 25. Fait que s'il fait 4 ou 5 entrevues par jour, il n'a pas perdu de temps. Mm-hmm. Fait que lui, il avait ce qu'il avait trouvé. Je trouvais ça intéressant comme principe. Beaucoup crient au scandale, mais lui avait trouvé ce truc-là. Ça a réduit énormément le flot d'appels. Et d'entrevues. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. La première fois que j'entends ça, je trouve ça audacieux, mais en même temps, si t'as des qualifications, des skills dans ton CV qui sont rares, tu peux te le permettre. Je crois, non, moi je trouve ça intéressant. Ça respecte. Donc, tu sais, il y a des pays où il y a des types d'entreprises qui sont gérées où tu vas faire 6, 7, 8 entrevues, comme j'ai déjà vécu. Et puis, là, ça réduit. Tu te payes 8 entrevues à 25 $. Hey, à un moment donné, c'est un beau side hustle, hein? Exactement. C'est quelque chose. Mais, tu sais, j'ai parlé de ma déception des recruteurs, mais en même temps, je félicite les recruteurs. C'est pas une job facile. Quand tu fais une entrevue, confirme-le, là, après 2, 3, t'es fatigué. Après, je pense que après 5 ou 6 entrevues, t'es claqué, t'es vidé parce que tu dois mettre autant d'intensité que l'entrevue de 9 h du matin que tu vas faire que celle-là de 4 h de l'après-midi. Tu vas être aussi cohérent. En plus, moi, je suis extrêmement comique dans mes entrevues, donc tu vas être aussi drôle. Mm-hmm. Mais c'est épuisant parce que tu t'écoutes. Tu as des gens qui sont très bien organisés. Tu en as d'autres qui sont un peu désorganisés. Il y en a d'autres ils vivent des peurs. Donc, toi, en tant que personne qui écoute, tu dois être en mesure d'analyser rapidement la personne. Mm-hmm. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, les entrevues maintenant se font principalement par Teams. Mm-hmm. Alors, la personne, tu ne l'as pas en face. Donc, on a développé d'autres forces pour faire des entrevues en ligne et pouvoir lire la personne et pas nécessairement tromper. Donc, on a d'autres trucs, mais c'est extrêmement épuisant parce que tu te donnes et tu écoutes. Et c'est beaucoup d'énergie que tu partages aussi. Et ça prend l'énergie d'écouter aussi. Toutes les histoires sont intéressantes. Il y en a d'autres, c'est plus rapide que d'autres comme entrevue, mais c'est épuisant. C'est épuisant de faire des entrevues et de bien prendre tes notes et de bien saisir la personne. Tu sais, si moi j'ai des conseils à donner de ce que tu dis, tu sais, si j'ai des conseils à donner aux candidats, c'est d'avoir le moins de distractions possible. Tu sais, parce que on est des humains. Oui. Alors, j'ai distrait par ton over-make-up ou ton over... Sans faire par exprès. Sans faire par exprès. Sans faire par exprès. Alors, moi, je trouve que non seulement il ne faut pas rajouter des distractions, mais aussi quand tu
réponds à des questions, d'être précis, d'être consistant, d'être pas, pas de trop s'égarer dans ta réponse, mais d'aller vraiment direct. Tout est une question de décorum. Mm-hmm. Tu sais, comme ce que j'explique aux candidats, je dis, bon, voici les premières étapes. Puis moi, je tiens toujours à faire mon pre-screening, on va dire ça comme ça. Désolée, je n'ai même pas le mot français, finalement. Présélection. Présélection, oui. Et je le fais en Teams, je le fais pas par téléphone. Je le fais plus par téléphone parce que les gens n'aiment plus se faire appeler. C'est vrai. Les gens ne répondent pas au téléphone et les gens ne prennent plus leur boîte vocale. Moi, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai des messages dans ma boîte vocale depuis 2015 que j'ai pas pris. Je les vois, c'est comme une satisfaction personnelle. Puis, tu sais, je vais prendre ceux que je juge dans ma famille et compagnie, mais je ne les prends pas. Je vais te rappeler à la place. Et ce qui arrive, c'est que quand je parle de ce décorum, cette organisation, c'est de savoir un peu aussi comment te placer. Bon, avant, je vais reculer, OK? Avant de parler de placer en entrevue, je vais utiliser des outils, OK? Maintenant que beaucoup d'outils se font par Google Meet ou par Teams, faites en sorte et soyez assurés, assurez-vous que votre outil fonctionne. Qu'avant, une demi-heure avant l'entrevue, testez votre outil. Vous venez d'avoir une invitation de Teams. Vous n'avez pas de Teams installé ni sur votre ordinateur, ni sur votre téléphone. Bien, peut-être la veille, installez-le. Comme ça, les problèmes d'informatique ou technologie, vous ne les aurez pas à l'entrevue. Vous allez être dans la chambre à attendre qu'on vous laisse entrer. Préparez, téléchargez votre Teams, assurez-vous que ça fonctionne et assurez-vous aussi d'être bien cadré. Combien de fois j'ai vu des dessous de nez ou des plans comme ça, ou des plans comme ça, ou même pas la personne tellement qu'il fait noir. Donc c'est ça. Assurez-vous que vous ayez une bonne présentation. Puis de toute manière, quand vous attendez dans la chambre, vous voyez. Donc vous voyez que vous êtes trop bas ou trop haut ou de côté. Alors préparez-vous cette présentation. En plus, maintenant, les outils sont hyper... c'est super le fun. Mettez-vous un background. Mettez-vous un fond. Parce que le ménage ou le lavage, c'est correct. C'est votre environnement, mais on n'est pas obligé de le voir. Comme tu as dit, en étant recruteur, moi, je suis toujours déconcentrée. J'avais une entrevue cette semaine et j'avais une candidate qui avait le reste de son déjeuner sur le visage. Elle avait des morceaux de pain ou de ce qu'elle avait mangé. Et puis toi, tu écoutes... Mais tu regardes, parce que dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a sur son visage? Ou tu as des candidats qui tiennent leur téléphone. Et là, toi, tu es comme sur un bateau. Tu as le mal de mer. Oui, parce que le téléphone, ça il bouge en même temps. Donc, et des fois, pouvez-vous poser votre téléphone parce que c'est un peu inconfortable. Ou tu as des gens aussi où est-ce que c'est l'éclairage n'est pas là. Donc, assurez-vous d'avoir une présentation. Assurez-vous de vous préparer pour utiliser les outils adéquatement. Donc, là, je pense qu'il ne devrait pas avoir de secret pour personne comment utiliser un Zoom, un Teams, un Google Meet. Mais juste assurez-vous, préparez-vous. Vous avez la chance de faire vos entrevues dans le confort de votre foyer. C'est une... Puis maintenant, tu sais, même des fois, les 2 ou 3 ans d'entrevue, les gens se déplacent plus. Alors, juste montrer que, oui, moi, je suis hyper confortable avec les outils informatiques. Là, tu as des gens qui disent, mais là, je suis pas capable d'ouvrir l'ordinateur. Ben, on est loin. C'est ça. On est loin. Donc, préparez-vous parce que ça va être un des critères aussi. Ça peut paraître un peu... judgmental. Oui, jugement, mais ça fait partie des seules interactions qu'on va avoir dans les 40 prochaines 45 minutes. Donc, voilà, l'organisation, la préparation des outils est extrêmement important. Et je trouve qu'on a cette chance d'être dans une perspective maintenant qui est très compétitive. Oui. Alors, tu n'es pas obligé d'accepter une offre. Tu n'es pas obligé d'accepter de travailler pour cette entreprise-là en particulier. Alors, toi aussi, tu peux faire ton entrevue. C'est poser tes questions. Exactement. Et savoir vraiment
est-ce que je veux travailler pour cette entreprise-là? Fait que laisse-moi te poser une question, Charline. Si toi, tu dois poser des questions sur l'entreprise, finalement, ça revient à ce que je disais au début. Il faut que tu fasses tes recherches. Exact. Puis tes recherches, là, c'est pas juste regarder dans le site web, mais c'est d'aller dans les outils qui existent maintenant, écrire le nom de la compagnie, regarder l'équipe. Ouais. Regardez si l'équipe te ressemble. Regardez le profil des personnes qui travaillent là, puis voir, oh, cette personne-là, oui, je vois que je pourrais travailler avec. Je vois que c'est un environnement de travail où est-ce que moi, je vais pouvoir innover, où est-ce que moi, je vais pas me brûler, parce que tu peux te brûler. Les gens ne pensent pas à ça. Tu t'acceptes n'importe quelle offre pour n'importe quelle entreprise. Tu n'as pas fait tes recherches, tu rentres là-dedans. Pire encore. Moi, j'ai rencontré des candidats qui avaient accepté 2 ou 3 offres en même temps. Oh my God. Donc, ils ont accepté 3 offres signées. Ils ont fini par en abandonner une. Ils se sont présentés un lundi matin dans une entreprise. Et le lendemain, ils se sont présentés, ils ne sont pas venus au travail. Le lendemain, ils se sont présentés dans l'autre entreprise. Ils avaient eu 2 offres, signé 2 offres. Ils ont choisi. Oh my God, ça c'est audacieux. Finalement. Ça, il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ils ont choisi. Mais moi, j'ai cette crainte de rentrer dans une entreprise puis réaliser, c'est pas pour moi. Ça se peut. Et puis finalement, c'est pas pour toi. Tu te retires. Tu le laisses savoir. Parce que combien de personnes qui ont débuté un emploi, qui ont laissé leur carte d'identité ou leur carte de sécurité sur le bureau et le midi, disparu. Pas revenu. Exactement. Donc, non, c'est ça que c'est faux. Il faut bien choisir. Mais il y a une chose que j'ai oubliée, puis c'est extrêmement important, et c'est comme une épidémie présentement. C'est que maintenant qu'on a des outils comme ça, le Calendly, l'outil où est-ce qu'on peut nous-mêmes choisir le moment de la réunion avec le recruteur ou la personne des ressources humaines ou avec n'importe qui. Donc, la grande mode du Calendly présentement, c'est des candidats qui changent 3 ou 4 fois le rendez-vous et à 1 heure ou 30 minutes de l'entrevue. Donc, au début, il y a une raison. Oui, voiture en panne, j'ai un rendez-vous chez le médecin. La deuxième fois, on change, il n'y a plus pas de raison. Troisième fois. Donc, moi, j'ai eu une candidate qui a changé son calendrier 4 fois. Au bout de la deuxième fois, mon idée était déjà faite. Mais je voulais voir l'audace que le candidat allait aller jusqu'à 4 fois changer son entrevue. Puis finalement, je lui ai dit gentiment que le poste avait été comblé, effectivement, entre le temps qu'elle change les rendez-vous. Donc, ça se peut que vous ayez à déplacer votre rendez-vous, mais pas 3 ou 4 fois. Si c'est au bout de 3 ou 4 fois ou la troisième fois, il y a manque de chance, bien, vous appelez le recruteur. Vous n'utilisez pas l'outil de planification à outrance et de changer vous-même. On peut comprendre. Donc, voilà, c'est extrêmement important parce que ça, c'est devenu très, 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 très à la mode présentement. J'aimerais, tu sais, quand on parle d'authenticité en entrevue, tu sais, est-ce que tu préfères un employé qui te dit, on va dire, tu poses une question, là, et puis il te répond, puis la réponse, elle semble pas trop bancale? Ouais. Ou est-ce que tu préfères réellement que la personne te dise, je le sais pas, ou je l'ai jamais fait? Moi, j'aime le fait que la personne soit tout à fait honnête. Je l'ai jamais fait, je le sais pas. Qui essaie pas de broder une réponse pour me faire plaisir. Exactement. Parce que broder une réponse, c'est facile. Donc, j'aime mieux que la personne dise, je l'ai jamais fait, voici, mais j'ai cherché. Moi, c'est ma satisfaction de l'entrevue quand la personne dit, je l'ai jamais fait. Je le sais que c'est demander la description de poste, mais j'ai cherché et voici ce que j'ai trouvé. Oh my God, moi, c'est la musique à mes oreilles. Je me dis, wow. Et puis, c'est quelque chose que je mets en avant quand je parle avec les recruteurs ou les directeurs ou les gestionnaires. Je leur dis comment le candidat n'a pas cette connaissance, mais comment il est prêt à apprendre. Donc, ça démontre une espèce d'intérêt. C'est encore l'intérêt de faire tes recherches et de savoir pourquoi tu as appliqué sur le poste. Tu sais, les gens vont penser, moi, j'ai appliqué sur un emploi quelconque, puis c'est pas un emploi technique, donc j'ai pas besoin de faire les recherches sur l'entreprise. Ça doit être un poste général. Donc, là, vient de non, chacune entreprise a des, on va dire, des barèmes, a ses valeurs, une façon de faire. Donc, tout n'est pas global.
Donc voilà, c'est extrêmement important de faire des recherches, de se préparer, d'avoir un CV adéquat, de pas trop, dépendamment des entreprises, mais de pas trop passer de temps sur ta lettre de présentation, parce que c'est quelque chose qu'on va, comme je te dis, survoler. Puis, c'est ça. Donc, d'avoir des entrevues concis, de répondre aux questions. Mm-hmm. Et quand tu vois que le recruteur perd un peu la notion de ce que tu es en train de dire, ben arrête de parler. Exactement. Arrête de tu sais, parce que là, des histoires sont parties, puis là, tu vois que le recruteur est... Tu sais, tu vois ton recruteur, tu sais, il prend une en même temps, mais si tu vois que tu as perdu l'attention, reviens à l'essentiel ou arrête-toi. Ou arrête-toi. Ou excuse-toi, je pense que j'ai un peu débordé. Ou arrête. Parce que... Des fois, mais tu vois qu'ils sont en train de chercher à... Arrête. Mais, tu sais, pour tourner sur le « je sais pas », c'est aussi de s'appuyer sur des connaissances qui sont transférables. Oui, tu le sais pas, mais tes connaissances passées sont transférables à ça qui pourra te permettre d'avancer et d'être meilleur. Et ça se peut que tes conférences passées, tu les aies pas, mais que tu as envie d'autre chose. Oui. Ça se peut. Puis, j'ai un dernier point que j'aimerais terminer. Passer des entrevues, c'est compliqué et c'est difficile pour tout le monde. Chacun a son niveau de tolérance. Et puis, moi, j'avais un candidat qui me disait « Karine, moi, je passe très, très mal en entrevue. » Donc, parfait, tu me dis ça la première entrevue, mais moi, j'ai envie de t'envoyer voir le gestionnaire. Donc, je t'ai préparé. Pourquoi tu penses que tu passes mal en entrevue? Qu'est-ce qui te fait dire que tu passes mal? Ah, on me l'a déjà dit. Alors, moi, je t'explique, soit va voir un petit peu l'entreprise, faites d'autres recherches. J'invite toujours mes candidats à retourner sur le site et de voir un peu comment on s'exprime, notre verbiage, d'avoir un peu la culture de l'entreprise, les mots que l'entreprise utilise aussi, les expressions ou la manière de faire. Pour être en entrevue, c'est plus facile pour lui de se vendre. Donc, la personne passe en deuxième entrevue et on a vu qu'elle a fait sa recherche parce qu'on voit que ça lui demande, mais il a du contenu. Donc, un des candidats qui avait fait ça, je l'ai félicité, j'étais fière de lui. Puis je lui ai dit, écoute, je vois une progression entre le premier et le deuxième, puis on l'a embauché, cette personne, qui passait mal en entrevue, puis qui avait énormément de difficultés à se trouver un emploi, parce que j'étais à l'écoute. Le recruteur doit être à l'écoute de son candidat. Même si, au début de l'entrevue, la personne, je ne l'aurais pas embauchée. Mais là, en étant curieuse, je me demande pourquoi elle agit comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, c'est quoi cette interaction? C'est d'aller chercher, d'aller au-delà de ce qu'on a devant nous. Puis en plus, comme je t'ai dit, on a des entrevues par caméra maintenant, on n'a plus cette interaction de tirer la main. Donc, on a dû développer d'autres manières de faire. Mais oui. On a débordé aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet qui nous passionne. On va sûrement revenir sur le sujet, surtout si on a vos commentaires, si on a vos questions. Sentez-vous complètement à l'aise de nous envoyer vos questions, vos commentaires. À partir de là, on va pouvoir revenir sur le sujet si c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on a toutes des petites anecdotes de recruteurs, que ce soit positif ou négatif. Dites-nous ce que vous en pensez. Parlez-nous des processus que vous avez eu à vivre, que ce soit heureux, malheureux ou juste hilarant. Super. Encore un plaisir d'avoir parlé avec toi aujourd'hui, Karine. Un grand plaisir, ma chère. Merci, Charles. Au revoir.